Hey, je suis trop contente, je suis de retour dans ma chambre, chez moi, avec tout plein de livres. Voilà, j'ai l'impression d'être de nouveau en vacances, mais non, je suis que chez moi pour quelques jours avant de repartir. Et c'est un sentiment très traître, puisque je ne suis pas du tout en vacances, puisqu'il y a encore plein de dossiers à rendre. Je suis juste venue me voler un petit week-end spécial détente, en plein milieu des rendus de devoirs, mais parce qu'il y a la Japan Touch, mais bref, on n'est pas là pour ça. Ici, ce sera un vlog lecture spécial, je continue, je rattrape des sagas. Pour rappel, en fait, mon challenge de fin d'année, c'est de rattraper, de terminer des sagas qui, je pense, ont un potentiel pour finir dans mon top 2023 de mes meilleures lectures. J'aimerais, pour être sûre d'accorder telle ou telle place dans mon top à une saga, bah je sois au courant de tout, de toute l'histoire, que j'ai lu tous les tomes, que voilà, j'ai bien suivi tout le développement. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, du coup, il me reste un mois pile pour rattraper beaucoup de sagas. Je vais surtout me concentrer sur 2 sagas qui, je pense, ont vraiment le plus gros potentiel pour finir dans mon top. Voilà, je vous les présenterai peut-être dans ce vlog, peut-être dans un autre. Je sais même pas quand ce vlog va sortir, puisque je me suis accordé dans le vlog précédent 2 ou 3 semaines de pause, parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage avec voilà, toute la période de décembre qui est assez chargée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce vlog? Est-ce que je mets des clips de la Japan Touch, sachant qu'on s'en fout un peu? En fait, l'année dernière, j'ai fait un vlog lecture, mais c'était pas du tout de lecture, c'était surtout slash vlog Japan Touch où j'ai mis plein de clips. Au final, j'ai supprimé, en tout cas j'ai gardé en non répertorié ou privé, parce que je suis toujours mal à l'aise de montrer des choses en dehors de la lecture. En fait, sur le coup, je me dis c'est un bon souvenir, en plus à Japan Touch, tu vois, ça peut faire découvrir et tout, mais je sais pas, je me sens quand même mal à l'aise en fait d'exposer une partie de ma vie personnelle comme ça. Mais peut-être qu'à Japan Touch, il y aura des stands particuliers d'artistes que j'aimerais mettre en avant, et du coup je vais incorporer ces clips dans ce vlog, on sait pas, peut-être, parce que je pense que ça c'est plutôt important, et en même temps c'est très intéressant, ça vous permettra de découvrir plein de jeunes ou de vieux talents. Voilà, bref, j'ai trop hâte, j'arrive pas à croire que ce soit demain. J'ai trop hâte. J'espère que tout va bien se passer. Je sais pas. Bref, depuis avant-hier, j'ai commencé un 2e tome d'une saga que j'ai adoré. Il s'agit du 2e tome de The Obsidian Tower, qui s'appelle The Quicksilver Court de Melissa Caruso. Elle a écrit la saga des Faucons de Ravera, qui est du coup sortie en France chez Big Bang, que j'ai ici. Attends, voilà, c'est ce livre là, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je pense que ça a percé pendant un temps avant de tomber dans l'oubli, et je suis très enragée, voilà, très révoltée, parce que c'était une saga coup de cœur. Ce que j'adore avec Melissa Caruso, et ce qu'elle confirme en plus avec la saga que je suis en train de lire d'elle, c'est qu'elle arrive à déployer un univers de fantasy qui reste cohérent, pertinent, qui est hyper immersif, hyper haletant, avec des enjeux politiques, diplomatiques qui te maintiennent en haleine. Elle distille un certain pragmatisme dans le développement des personnages, de leurs relations. Par exemple, au niveau de la romance, ça reste très pragmatique, ça va surtout en accord avec les ambitions politiques, diplomatiques des jeunes héros, et voilà, je trouve que ça donne un tout qui est assez impactant et assez mature pour de la young adulte. Voilà, du coup j'ai trop aimé celui-là. Le séquel se passe dans le même univers que les Faucons de Ravera, et je crois que c'est un séquel, mais je sais pas trop de combien de siècles ou d'années ou de mois. On retrouve juste l'univers, mais on est avec de nouveaux personnages. Le truc c'est que parfois ils mentionnent des titres de personnages, genre le maître des corbeaux ou Lady Cornaro, et Cornaro c'était le nom de famille de l'héroïne. Des Faucons de Ravera, le maître corbeau là c'était un des protagonistes masculins qui arrive dans le tome 2. Mais en fait ils les mentionnent, mais ils les montrent pas. Je suis en mode montrez-les moi. En fait ça se peut que c'est pas du tout eux, c'est genre leurs descendants ou quoi, ou alors c'est vraiment eux. Et je me dis, pour des gens qui lisent la saga séquelle sans avoir lu les Faucons de Ravera, parce que ça peut se lire indépendamment, genre tu les mentionnes tellement de fois, tu teases tellement sur ces personnages sans les montrer véritablement, que y a pas moyen que tu laisses tes nouveaux lecteurs dans l'ignorance en fait. Tu te dois de les montrer à un moment donné. Du coup j'ose espérer que dans la suite de la saga on va les revoir, on va revoir mes personnages chouchous, parce que je les ai adorés dans les Faucons de Ravera, et ce serait la jouissance ultime de les revoir dedans. Est-ce que je résume le tome 1? Est-ce que je peux vous faire basculer sur un vlog dans lequel j'ai résumé et j'ai donné mon avis sur le tome 1, parce que sinon le vlog va s'éterniser. Je le mettrai dans la barre d'infos avec la timeline correspondante. Et le tome 2, bah, c'est dans la continuité du tome 1. On retrouve les personnages qui étaient un peu dans la mise. J'avoue que ça a été compliqué de reprendre parce que j'avais oublié qui étaient les personnages,
où on en était, c'était quoi les problèmes sur lesquels on les avait laissés à la fin, parce que ça fait depuis mai que j'avais pas lu. C'est vraiment l'un des meilleurs candidats pour finir dans mes meilleures lectures de 2023, parce que j'ai adoré le tome 1, parce que j'ai retrouvé la même recette de réussite que dans Les Faucons de Ravera. En fait, je trouve qu'il y a une dose limite d'adrénaline et il y a quelque chose de grisant dans la manière dont tu suis les personnages, dans leurs péripéties, dans la construction de l'univers de fantasy. Mélissa Caruso, c'est vraiment l'une des rares autrices qui ne m'a pas déçue dans ses romans, parce qu'à chaque fois, genre quand tu lis, quand tu suis un auteur, il y a toujours 1 ou 2 tomes qui sont un peu plus plombants que les autres. Genre Brandon Sanderson, c'est un dieu, mais il y a des livres de lui où j'étais pas trop dedans, mais Mélissa Caruso, vraiment, elle m'emmène pour l'instant, c'est un sans faute. Du coup, je suis trop contente et j'espère que ça va se poursuivre sur cette voie là. Dans le tome 2, alors je suis à 29% environ. Au niveau de la construction narrative, me rappelle un peu le tome 2 des Faucons de Ravera. Voilà, parce que on se retrouve coincé dans un royaume où on se sent démuni, où on peut pas utiliser nos pouvoirs magiques à cause du système. Franchement, le système il est trop bien. En gros, tu puises ton pouvoir, ou en fait tu nourris ta terre, je sais pas trop, mais en tout cas tu puises aussi ton pouvoir dans la terre qui t'appartient, sur le territoire, soit dans le royaume qui t'appartient. Voilà, un truc comme ça. J'avoue, j'ai un peu oublié. Nos héros sont coincés dans un royaume où il va se passer des magouilles, où c'est oppressant parce qu'il y a des ennemis. T'as aussi genre des démons qui représentent différentes calamités, genre le démon de la faim, du désordre, de la mort, de la folie, enfin des trucs comme ça. Et ça me rappelle grave les 7 péchés capitaux, genre comme dans Full Metal. Du coup, j'aime trop ce système-là. D'ailleurs, Full Metal Alchemist Brotherhood, ça a été remis sur Netflix. Du coup, je sais qu'à Noël, je me retaperai l'anime. Voilà, là, je suis en plein dans One Piece, mais il faut que je me réserve un temps pour Full Metal parce que ça m'a trop manqué, parce que c'est la vie aussi. Bref, digresse. Au niveau des personnages, l'héroïne elle est super agréable à suivre, voilà, elle est forte, elle a aussi ses faiblesses. C'est un personnage qui a toujours été solitaire, qui a manqué d'amour, de proximité avec les gens, et du coup là, comme elle peut créer des relations amicales, genre elle est tellement soucieuse de les maintenir, elle est tellement soucieuse, tellement facilement reconnaissante de l'attention qu'on lui porte, c'est tellement pur, vraiment, enfin je trouve que c'est un truc qui m'attendrait de ouf très facilement dans les développements de personnages. Elle s'intègre dans une sorte de found family slash organisation d'espionnage, de police, détective privé, un truc comme ça, centré sur la magie. C'est cool parce qu'ils ont tous leur trauma et ils sont tous protecteurs l'un envers l'autre, et voilà, du coup tu sens vraiment leur cohésion et à quel point ils sont soudés, et t'es avec eux parce que ils sont rafraîchissants, en même temps ils ont leur propre tourment, mais ils font face et ils sont forts, et voilà, juste ils sont trop attachants, ils sont drôles aussi, ils ont ce sens de dérision qui les rend vraiment rafraîchissants. Et t'as un love interest, alors lui, si j'avais pas lu ce matin, je vous aurais fourni un discours un peu différent. En fait, de base, ce love interest, je l'aime bien, je l'aime comme beaucoup, parce que je trouve que c'est un personnage qui a des défauts, tu vois, il est pas présenté comme parfait, il a un semblant d'arrogance, bon là ça fait un peu cliché, bad boy et tout, mais ce que je veux dire c'est que ça se voit qu'il est égoïste, qu'il pense qu'à sa gueule, il est arrogant, il est un peu condescendant, mais tu vois que parfois c'est une façade, et qu'il a aussi une certaine vulnérabilité qui le rajeunit de ouf. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est pas des traumas comme les bad boys, enfin je sais pas, hyper torturés. Lui, je sais pas, il y a une vulnérabilité vraiment jeune, je sais pas comment dire, mais tu as envie de le protéger. Perso, moi je le considère comme mon enfant, c'est pas du tout comme un crush ou quoi, il a un vibe d'un enfant que j'ai envie d'adopter. Voilà. Il a un peu ce côté constipé socialement, tu vois, il est un peu à l'écart, il garde son maintien d'arrogance, de condescendance comme pour s'écarter des autres, il est hyper borné, comme il a un haut rang, il est le futur héritier de je sais pas quoi là. Quand on lui demande des trucs à faire, il veut montrer exprès qu'il va faire ça, mais pas pour obéir à la personne qui lui a dit de faire ça, enfin tu vois, des trucs comme ça, et je me dis c'est tellement exagéré et c'est juste tellement ridicule que je sais pas, c'en est attachant, tu vois. Mais ce matin j'ai lu un passage où ça m'a un peu coincé, et c'est un truc que j'aime pas avec les crushs, c'est le fait que le love interest ne développe pas d'autres relations autres qu'avec sa love interest, genre l'héroïne, parce qu'il est en mode bah je me préoccupe que de toi.
et je m'en fous des autres. Je sais que ça fait rêver des gens qui lisent de la romance, genre le mec qui est obsédé que par toi. Moi c'est un truc auquel j'ai du mal, c'est pas un truc qui me fait forcément craquer, je trouve que c'est oppressant. Même si on prend le cas de Sanji dans One Piece, oui c'est une excuse pour reparler de One Piece sans spoiler, mais en gros Sanji c'est un personnage qui est vu comme très ouvert au niveau des femmes, il les poursuit, il est très fanboy pour rester dans les termes un peu plus galants, voilà, et c'est aussi quelqu'un de galant justement aussi, mais à chaque fois elle est en mode oui je me préoccupe plus du bien-être des femmes que des autres. Ça c'est vraiment à but comique, mais en fait l'essence véritable de Sanji c'est que c'est quelqu'un qui a énormément d'empathie pour tout le monde, pour même ses coéquipiers, il est prêt à risquer sa vie pour eux. Après c'est dû à des traumas, mais bref on s'en fout, mais il a une profonde gentillesse et c'est ça qui le caractérise, tu vois. Genre le fait qu'il soit obsessed que avec les femmes c'est vraiment surtout un truc comique, mais c'est pas ça, c'est le vrai lui, et c'est pour ça que je suis amoureuse de lui. C'est pareil dedans, genre le love interest là. J'espère que par la suite il va développer et il va nouer des bonnes connexions avec les autres personnes, parce que je suis en mode tu fais partie de la bande, t'es en train de te battre avec eux, enfin c'est l'occasion je sais pas de sortir ta coquille et de briser ton masque de constipé et aller vers les autres et voir qu'ils sont cool. Et en fait ça me fait rire aussi parce que ils voient que dans le groupe ils sont hyper protecteurs l'un envers l'autre, ils prennent à cœur ce que l'autre a subi, et du coup une personne qui a fait du mal à l'un d'eux c'est aussi l'ennemi de tous les autres, et c'est quelque chose que Love Interest ne comprend pas parce qu'elle a été élevée dans un environnement où tu penses qu'à ta gueule, où tu vas pas forcément te soucier des problèmes des autres, de ce qu'ils traversent parce que c'est pas tes oignons quoi, et du coup il comprend pas cette sollicitude. Et moi je suis en mode waouh, heureusement qu'il me connaît pas, moi qui pour des personnages fictifs veut aller tabasser des personnages fictifs. Voilà, moi c'est un degré comme ça, je pense que vous aussi, hein, en tant que lecteur, lectrice. Et j'étais en mode heureusement qu'il nous connaît pas, hein, parce que nous c'est même pas des vraies personnes, c'est genre des personnages fictifs et qui nous provoquent un sentiment de dégoût profond, et on perd notre temps à imaginer, à fantasmer sur des scénarios, on va les torturer à mort et tout. Là on en est, ils sont dans un gros caca poudin. Ça promet pour la suite, et aussi j'avais dit que ce tome 2 là ressemblait pas mal au tome 2 des Faucons de Ravera, ce dont j'ai peur parce que en gros dans les Faucons de Ravera à la fin il y a mon personnage préféré qui meurt. C'était une mort assez pragmatique, assez réaliste, ça servait à un enjeu qui était assez fort je trouve, mais ça m'a quand même fait mal, et j'ai peur qu'en fait comme ce tome 2 ressemble à celui-là, j'ai peur que ça répète un peu ce schéma là, que je vais perdre des personnages ou un personnage au moins, mais en tout cas j'aime beaucoup les personnages, je les aime presque tous, enfin je les aime tous, et j'ai peur d'en perdre. Ça va être compliqué, j'ai trop peur. Bref, voilà, je vous laisse et je sais pas quand, à tout de suite pour vous. Voilà, salut.
Hey, on est le 8 décembre, du coup à peu près une semaine plus tard et je n'ai toujours pas fini ma lecture que je vous ai présentée il y a une semaine. C'est une calamité parce qu'en ce moment je suis fatiguée, il y a les dossiers à rendre, il y a One Piece. Je suis pas motivée vraiment à avancer dans ma lecture, j'avoue que je décroche un peu et c'est horrible parce que comme j'avais dit c'est une de mes autrices préférées, mais c'est même pas à cause du bouquin parce que dans le bouquin il y a des révélations de malades, il se passe des trucs, je suis en plein dans l'action, mais c'est juste que c'est moi, c'est juste moi et ça me saoule. Mais je voulais prendre la caméra ici pour dire un petit truc, enfin je pense que vous vous en foutez mais c'est pas grave. J'ai demandé à être bénévole dans un festival de manga cosplay à Poitiers. D'ailleurs en parlant de festival de manga cosplay, j'espère que j'ai pu vous mettre des petits clips de Japan Touch qui se déroule à Lyon, notamment avec les stands d'artistes et tout parce qu'ils sont tellement talentueux. J'ai eu les yeux pleins d'étoiles, j'allais dire j'ai eu les étoiles plein les yeux mais c'est pas grave. Si ça se dit, bah oui, j'ai eu les étoiles plein les yeux et si ça se dit. Oui, bah je suis toujours française. C'est merveilleux, ils sont tellement passionnés, passionnants, bref, j'adore. Et en février à Poitiers, il y aura ce genre de festival. Je me suis proposée comme bénévole sur le compte Instagram du festival. Ça fait quelques jours qu'ils ont teasé sur un invité XXL, quoi, un invité vraiment de renom, un invité incroyable. Et hier, ils avaient mis un indice comme quoi c'était lié à One Piece, notamment au live action de One Piece. Moi personnellement, j'ai adoré le live action de One Piece, j'ai passé un super moment, j'ai senti énormément de passion, de respect, d'effort vis-à-vis de l'auteur, de l'œuvre et ça fait énormément du bien. Du coup j'étais trop contente et je me suis dit ok d'accord, un festival manga cosplay à Poitiers, pour moi Poitiers c'est quand même une petite ville tu vois, c'est pas genre Paris et je connais pas trop la taille du festival. L'invité ça doit être quelqu'un qui a travaillé sur le live action mais peut-être un compositeur, déjà un compositeur de One Piece qui a fait les OST de balade. J'ai adoré les OST, j'ai adoré la bande son du live action, genre ce serait incroyable, ce serait trop bien. Et aujourd'hui ils ont annoncé que c'était l'acteur de Mihawk qui allait venir à Poitiers. Alors, pour ceux qui ne situent pas trop, Mihawk c'est l'un des hommes, des personnages les plus puissants de One Piece et dans le live action, je me rappelle plus du nom de l'acteur, je suis désolée, c'est Steven, je sais plus, qui l'interprète et il incarne de manière vraiment très charismatique. Je trouve qu'il a bien dosé un peu les différentes nuances de Mihawk, même dans ses vidéos, juste en tant que personne, il a l'air super sympa, super accessible, très ouvert, très bienveillant. Mihawk, l'un des 7 grands corsaires, l'un des mecs les plus forts de tout One Piece, il va venir à Poitiers. Incroyable, phénoménal, voilà. Le festival c'est le week-end du 17-18 février. Voilà, en vrai je vous mettrai le compte Instagram du festival qui s'appelle Pictasia. Mihawk à Poitiers. Et les deux infos ne collent pas en fait. Qu'est-ce qu'il me foutre là? Et en plus il a fait une vidéo trop adorable où il annonce lui-même sa venue à Pictasia à Poitiers et ça fait trop bizarre. Et à un moment il utilise sa voix, enfin son ton quand il incarne Mihawk pour parler de sa venue. Et je suis en mode mais Mihawk. Incroyable, phénoménal. Bref, j'ai pris 5 minutes pour vous parler de ça alors que ce n'est pas de lecture, c'est toujours hors sujet. Mais voilà, à suivre, peut-être que rien, peut-être que... Bref, voilà, j'arrête, mais à bientôt. Hey, on est le 16 décembre et je suis de retour chez moi. C'est bien parce que dans ces vlogs là, on voit une boucle qui s'ouvre et qui se ferme ici dans ce décor. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, je vous retrouve pour le dernier clip de ce vlog, enfin. J'ai l'impression que ça s'éternise. Concrètement ça s'éternise parce que ça fait 2 semaines que je tourne et que je ne dis rien. Les aléas de la vie, je suis tombée malade, du coup j'étais crevée. Pour faire un update lecture plus tôt, là ça va être un peu long parce que j'ai 3 livres à vous présenter. J'ai pu lire en plus du roman que je vous ai présenté 2 autres livres, un qui est également dans la continuité de mon challenge de finir, rattraper des sagas et l'autre qui est un roman chinois que j'ai très de vous présenter parce que ça a été une très bonne lecture. Et je vous propose déjà de clore la partie sur le tome 2 de Quicksilver Court parce que c'est en train de s'éterniser comme jamais. C'était
très cool. Le truc c'est que comme ça s'était éternisé un peu, j'ai perdu de plus en plus mon engouement, mais ça s'est un peu rattrapé à la fin parce que les choses s'accéléraient, parce que la tension montait, parce que les personnages étaient vraiment menacés. J'étais en mode est-ce qu'il va y avoir un mort comme ça a été le cas dans le tome 2 des Faucons Travera. Voilà, je ne vais pas sous-estimer l'autrice, je sais qu'elle est capable du pire, voilà, à mon sens. Mais c'était cool parce que c'était haletant. Mais au niveau du rythme, je trouvais que le roman il s'éternisait de manière assez artificielle, dans le sens où les héros ils étaient souvent en contact avec les ennemis, mais il n'y avait pas forcément de grande méfiance, tu vois. Genre du coup, t'étais un peu à l'écart et t'étais en mode... Enfin, je sais pas, c'était un peu en décalage par rapport au ton donné, aux enjeux donnés. Il y avait un sujet central au niveau du tome 2, c'était le sujet du pardon. Dans quelle mesure on est défini par nos fautes passées, par nos crimes passés. Il y a un peu la question des souvenirs qui jouent avec ton identité également, avec ce que tu fais maintenant. Je vais pas développer sinon ça va vous donner des indices sur les révélations majeures de ce tome 2 parce qu'il y a des révélations, j'étais en mode... Ah oui, ok, d'accord. Et notamment, c'est des révélations qui mettent en péril la Found Family dans laquelle on se trouve. J'étais plutôt impliquée. Après, j'aurais pu être beaucoup plus bouleversée que ça. Parce que, bah, en fait, quand t'avais les révélations, bah, j'étais choquée. Mais entre-temps, tu vois, genre, j'étais de moins en moins investie. Du coup, ça a amenuisé l'impact que ça aurait dû avoir. Du coup, ça, c'est dommage. Au niveau des personnages, alors, j'ai un petit retour à faire sur le Love Interest. Le mec c'est un drama king, mais par excellence. Enfin genre le mec à chaque fois il te rappelle que j'ai l'habitude de souffrir dans ma vie, de subir des drames, des tragédies, blablabla. Il la ramène tout le temps au fait qu'il a une vie malheureuse. Tu vois, les autres aussi ils ont eu des vies malheureuses. Genre t'as mon enfant à côté qui, voilà, je vais pas vous dévoiler ce qu'il a vécu, mais c'est atroce, c'est insupportable, mais il va pas en faire des caisses, tu vois. Mais lui, je sais pas, en fait, d'un côté c'est pas chiant parce qu'il le tourne en dérision, mais c'était assez répétitif et voilà, ça se renouvelait pas. Il s'est pas rapproché des autres, il reste juste avec l'héroïne et ça me saoule ce genre de développement. Je suis en mode, mec va faire des potes, les autres ils sont prêts à t'accepter. Enfin, il y avait un début de développement avec mon enfant là, mais non, ça a pas abouti et je suis hyper frustrée. Et à la fin, un autre truc qui m'a... c'est que à la fin tu rencontres une Lady Cornaro. Cornaro c'est le nom de famille de l'héroïne dans Les Faucons Travera et du coup comme j'avais dit j'avais espoir que on revoit les héros des Faucons Travera et non. C'est Lady Cornaro mais elle a un autre prénom et du coup j'ai peur que ce soit genre sa petite fille ou je sais pas quelqu'un dans les générations suivantes où notre héroïne Amalia des Faucons Travera elle soit plus vivante. Voilà, et ça j'ai très peur. Je voulais de base enchaîner avec le tome 3 mais je pense que je vais faire une pause et non, là on est le 16 décembre, c'est à dire il me reste 15 jours pour rattraper je sais pas combien de sagas, c'est pas possible. Je vais devoir faire un choix. C'est catastrophique mais c'est pas grave. Est-ce que pour l'instant je pense que cette saga pourrait être dans mon top 10? Elle a plus de chance si je m'étais cantonnée au tome 1 mais le tome 2 voilà c'est pas une catastrophe non plus, c'est juste un mood personnel qui fait que j'ai pas été vraiment dedans mais c'était quand même bien du coup d'être voilà, en bas dans le top 10 mais c'est possible, on verra peut-être avec le tome 3. Ensuite j'ai lu le tome 3 de City Spice de James Ponti. Vous avez les 2 premiers tomes qui sont sortis chez Casterman en France sous le titre d'Agent Double. En gros on suit une agence d'espions composée de gamins de 12, 11 ans à 15 ans, 16 ans et en fait ce sont des enfants orphelins voilà qui ont été marginalisés d'une façon ou d'une autre par la société et du coup cette agence d'espionnage en fait constitue également une sorte de famille pour eux. Ce sont des missions qui vont les emmener aux 4 coins du monde, qui vont exploiter tout leur potentiel, le potentiel qui n'a pas été accepté dans le cadre scolaire parce qu'ils sont trop badass. Cette saga avec ce tome 3 je me suis rendu compte que je lis mais je m'en fous du plot principal, je m'en fous de la mission. C'est pas que c'est mal fait, vraiment loin de là. C'est très intellectuel, ça va très loin, vraiment l'auteur il a fait des recherches de malade au niveau des pays que les enfants y traversent, au niveau de leurs compétences informatiques, de magie et du coup c'est très immersif. Le truc c'est que je sais pas pourquoi j'arrive pas à accrocher mais j'aime bien cette saga pour les dynamiques familiales entre les personnages parce que c'est hyper bien développé, ça aborde vraiment tous les aspects de manière nuancée, ça prend en compte ce que l'enfant il peut ressentir vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis des autres quand il est dans une position où il a constamment été
castagné par la société qui lui a répété, qui lui a fait comprendre qu'il était inutile. Et là dans cette famille ça leur permet de se détacher de tout ce genre de pensées hyper toxiques et hyper fausses pour qu'ils se rendent compte de leurs propres valeurs et regagner confiance en eux. C'est aussi un modèle de parentalité saine parce qu'ils sont sous la tutelle de Mother qui est en fait leur père adoptif, mais il se prénomme Mother, il se fait prénommer Mother, je sais pas pourquoi. Dans ce tome 3, encore une fois, on se plonge un peu dans la psychologie des enfants de manière toujours très rafraîchissante et pas du tout lourde, hein, mais c'est juste que c'est réaliste et ça me fait chialer aussi parce que c'est très beau et c'est très humain. Par exemple, t'as une héroïne qui se pose des questions sur sa vision de la famille. En fait, comme elle a jamais vraiment connu de famille normale, du coup elle essaye de se rattacher à le modèle de famille idéale qu'elle connaît, à un semblant de normalité, mais c'est compliqué parce qu'ils sont dans une agence d'espionnage et que ça suit pas vraiment les mêmes codes. Genre il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect mutuel et tout, mais les autres enfants ils vont pas forcément avoir les mêmes attentes d'une famille que toi. T'as ce genre d'incertitude, d'insécurité qui va un peu la faire stresser parce qu'elle a peur d'être de nouveau abandonnée, d'être de nouveau mise de côté. Elle se cantonne à avoir un schéma normal de la famille comme un cadre qui serait totalement réconfortant et qui l'aiderait vraiment à se sentir entourée. Elle va petit à petit voir que par la suite, même si c'est pas une famille qui est toujours ensemble ou quoi, genre leurs liens ils vont pas disparaître en fait. C'est ça qui forge la force de leur famille, c'est que même si t'en as un qui est à l'autre bout du monde ou un qui va pas suivre toujours les mêmes péripéties que le reste de la famille, ça va rien changer à leurs liens, ça va pas altérer le truc. C'est pas juste un groupe d'amis où tu peux prendre des distances petit à petit, non, c'est vraiment une famille qui est soudée et la figure parentale il veille vraiment. C'est trop mignon parce qu'il écoute constamment les sentiments, les opinions de ses enfants et il n'hésite pas non plus à parler de ses propres incertitudes, ses propres questionnements en tant que parent. Du coup il va prendre vraiment ses enfants sur un pied d'égalité. Il sait que eux ils peuvent aussi lui apporter comme lui peut leur apporter quelque chose. C'est vraiment un échange dans ce schéma assez particulier de famille. Et puis aussi t'as des relations amicales ou fraternelles du coup qui subissent certaines épreuves, mais c'est des épreuves qu'ils arrivent à surmonter de manière vraiment très saine. Encore une fois, voilà, j'aime juste lire cette saga spécialement pour cette évolution qui je trouve est quand même assez mise en avant et assez importante. Si je le mets dans mon top 10, ce sera essentiellement pour les relations familiales, mais en vrai je pense pas qu'il sera dans mon top 10 parce que vraiment la mission dans le tome 3 j'ai pas vraiment suivi. Voilà, après j'étais malade et tout, mais j'arrête pas d'essayer de me justifier et tout, non c'est juste que j'avais la flemme. Et enfin le dernier livre que j'ai lu à vous présenter, il s'agit d'un roman autobiographique chinois de Yen Yan Ke qui s'appelle Un songe à mon père, publié aux éditions Piquier. Alors Yen Yan Ke, j'en ai entendu parler durant ma licence de chinois, mais je l'ai jamais lu. Et qu'est-ce que j'étais bête de pas avoir commencé plus tôt parce que ça pue, mais waouh. Dans ce roman là, comme c'est un roman autobiographique, vous en doutez, on va revenir sur des éléments marquants de sa jeunesse, de son enfance, plus particulièrement par rapport à sa famille. La vraie force de ce livre, c'est vraiment le portrait des membres de sa famille qu'il fait et également l'analyse de son propre attitude, de sa propre position vis-à-vis de sa famille, comment il agissait envers eux, etc. Tu sens à travers sa plume qu'il éprouve énormément de respect pour les qualités de ses différents membres de la famille parce qu'il décrit des moments où sa famille fait preuve d'amour, de tolérance, de courage, de force, de foi envers lui, pour lui. Ce sont des anecdotes qui délivrent la pudeur et le naturel avec lesquels sa famille lui a prodigué de l'amour. Ce sont des anecdotes du coup qui sont tellement marquantes pour ça, et parfois c'est des petits trucs banals, tu vois, il se passe pas des trucs grandioses, mais c'est parce que tu sais, tu peux te reconnaître dans ce genre de famille. En fait, je vois souvent des vidéos trolls un peu qui illustrent un peu la famille asiatique et le genre de trope qui revient, c'est le fait que la famille asiatique, genre tes parents, ils vont pas forcément te complimenter ou ils vont pas forcément te dire des mots d'amour. En fait, l'amour il se transmet pas à travers les mots et c'est pour ça que moi personnellement j'ai vraiment du mal à parler de mon affection vers les autres à travers les mots. Je suis toujours très gênée et je préfère le montrer avec des gestes parce que je trouve que c'est tellement plus significatif quoi, même si en parler pour moi c'est un acte de courage parce que j'ai pas l'habitude. Mais du coup dans ce roman là tu sens que vraiment c'est à travers des gestes mais tellement comment on dit, tellement altruiste et tellement simple que tu ressens toute la force de leur amour
l'un envers l'autre et de leur soutien inconditionnel sont des points d'appui sur sa jeunesse qui fait qu'il a réussi à se construire. La pauvreté, la maladie au sein de sa famille c'était compliqué, mais du coup l'amour qui est dépeint c'est encore plus fort, et il a un regard très critique sur lui-même également puisque il va décrire un peu tout ce qu'elle a fait, toutes ses bêtises, enfin voilà, il s'en cache pas, et ça va prendre une proportion assez poignante dans la partie où il va parler de son père, parce que comme comme vous en doutez, il a choisi le titre En songeant à mon père, qui est en fait une référence à un long chapitre, le plus grand chapitre de ce roman-là, qui est concentré sur sa relation avec son père, et il en dépeint quelqu'un qui est vraiment fort, qui est vraiment déterminé à offrir la best life pour sa famille. Et en fait ce livre-là, l'auteur le dit, c'est un moyen en fait de faire son deuil envers son père, un deuil qu'il a senti qu'il avait négligé au fil des années, et c'est un retour qui est fait de manière très brute et impitoyable envers lui-même, parce que il va décrire à quel point il s'est senti lâche, égoïste, à quel point il s'est senti comme un échec en tant que fils vis-à-vis de son père. Je trouve que c'est très fort en fait de se montrer dans toute son entièreté, dans toute sa vulnérabilité. Ça crée vraiment un pont très humain avec lui. T'as l'impression de vraiment plonger au cœur de son être. Il y a des citations, enfin, je trouve que c'est tellement fort de parler de soi-même comme ça, parce que en fait, même si tu manques de confiance en toi, même si tu te montres sous un mauvais jour, ou voilà, tu relativises énormément sur tes qualités et tu te rabaisses, mais là c'est un degré, c'est pas du rabaissement, mais c'est comme s'il se connaissait vraiment, il connaissait vraiment ses faiblesses, et il le montre comme ça, comme un constat. Il cherche pas de pitié ou quoi, c'est juste il est lui-même, et ce sont des choses moi-même qui me rabaissent beaucoup dans la vraie vie. Genre je me dis putain, en vrai ça j'aurais même pas osé le dire. La plume de l'auteur, je trouve qu'elle est tellement magnifique, parce que elle arrive à en peu de mots transmettre tellement d'émotions à travers des anecdotes de la vie. Il y a une certaine poésie, ça reste épuré, c'est vraiment très beau, et au niveau des anecdotes aussi, je trouve qu'elles sont vraiment bien choisies. Il y a l'anecdote du vélo aussi qui m'avait beaucoup touchée, parce que c'est toujours lié à son quotidien en tant que famille de paysans qui est pauvre, qui souffre de la maladie, comment ils arrivent à s'en sortir, comment ils arrivent à bâtir un quotidien où la jeunesse ou l'enfance peut s'épanouir, soit qu'il soit grignoté par tous les problèmes aux alentours et à l'intérieur également. Voilà, du coup c'est très beau et je vous conseille vraiment beaucoup. J'espère vous retrouver pour d'autres vlogs. Je suis désolée, je suis éclatée. Il est que 9h53 mais je suis déjà éclatée. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ma voix elle est en train de mourir. Elle sait que c'est la fin, elle sait que c'est bon, je suis capoute là, je peux finir le vlog. Merci. Putain mais je suis en train de m'étouffer. Merci. Et à bientôt, j'espère, peut-être pour de nouvelles aventures. Salut.